Bonjour à tous mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Come on the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la Lune. Retrouvez chaque semaine un épisode différent puisque nous avons 5 types d'épisodes, les Moon Break, les Moon Talk, les Moon Cycle, les Moonpreneurs, les Moon Yoga. On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils pour infuser tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, pour vous rassurer aussi, pour prendre confiance en vous, et puis les méditations pour justement concrétiser tout cela dans votre vie. Je vous remercie par avance pour votre écoute, pour vos retours aussi. N'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux, par mail, et aussi à nous laisser des messages, des commentaires, des étoiles sur les plateformes dédiées si ces épisodes vous plaisent. Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes Moonies. Aujourd'hui je reçois Maëva Boldron qui va nous parler de son parcours avec le yoga, mais pas que. Son parcours entrepreneurial entre la danse, sa vie à New York, puis son retour en France, des stages, des formations de yoga qu'elle a pris, qu'elle a donné aussi, puis tout ce périple, tout ce cheminement vers l'acceptation de soi, la découverte du monde et la communion avec les autres. Je vous souhaite une très bonne écoute. C'est prendre le temps quand même dans l'action, en plaçant des petites actions qui nous mènent à quelque chose vers lequel on est attiré, même si l'image n'est pas hyper claire, mais de placer des actions parce que sinon, en fait, rien se passe et plus on reste dans sa tête et moins on voit clair. Donc, c'est ça que m'apporte aussi le yoga, c'est beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de clarté, de compassion envers moi-même et de compassion envers tous les êtres vivants de la planète. Hello Maëva, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec le yoga. Hello Alexandre, ravie d'être avec toi. Ravie aussi depuis le temps qu'on avait dit qu'on enregistrerait, c'est bon, on y est. Ma première question, comme d'habitude, est-ce que tu peux nous parler de la première fois où tu as rencontré le yoga? Quand est-ce que c'était? Qu'est-ce que tu faisais? Donc la première fois que j'ai rencontré le yoga, ça date. Je suis pas très, très bonne en termes, de datage, années, mais je vais essayer, je vais faire de mon mieux. En fait, mon frère Mathieu Boldron, qui faisait de la comédie musicale à l'époque, il était sur le spectacle du Roi Lion à Mogador, à Paris. Et en fait, une de ses amies qui était danseuse dans le spectacle, qui était dance captain, hem, faisait du Bikram yoga et lui a parlé du Bikram et lui a vendu, les bienfaits du Bikram parce que c'est un spectacle très dur. Lui, il était chanteur, mais il y a aussi de la danse pour les chanteurs et cetera et c'est un spectacle très dur, sur le corps. Enfin, quand on est artiste, faut être sûr de bien prendre soin de soi parce que, bah, voilà, notre corps, c'est notre instrument et du coup, en fait, elle l'a emmené, vers le Bikram. Il a adoré et puis, bah, comme il a tendance à, quand il aime un truc, le faire à 300, bah, il allait à 300 et il Mhm. faisait beaucoup de cours, il nous en parlait beaucoup, à moi, à ma famille. Et du coup, il m'a emmenée. J'y suis allée. Ça, c'était, je pense, vers 2009 ou 2010, peut-être 2009. Ok. Hem Et j'ai pas du tout aimé le premier cours. En fait, ce que j'ai aimé, c'est la sensation après, parce que dans le Bikram, donc du coup, c'est une salle chauffée à 40°, à des postures de hatha yoga et voilà, en fait,
on reste dans les positions longtemps, on se voit dans le miroir et puis à l'époque, bah, les profs, ils nous poussaient vraiment à rester dans les positions, très longtemps et du coup, il y avait un côté que j'ai pas du tout aimé, que je me disais: «Ouais, je veux plus jamais refaire ce cours» et à la fin, cette sensation, de relâchement total parce que tu as tellement donné que voilà, il y a plus rien à faire en fait. Ton mental, il peut plus être distrait finalement et puis du coup, je me suis dit: «OK, je vais y retourner quand même» et quand j'y suis retournée, bah, j'ai aimé davantage, et j'ai continué à prendre finalement, des cours de Bikram de temps en temps jusqu'à ce que ça devienne un peu plus régulier, que j'y aille tous les jours, et j'aimais beaucoup cette sensation. Après, j'ai construit un petit peu une relation, pas très saine avec ça parce que donc de base, je suis danseuse et à cette époque-là, j'étais dans une école de danse à Paris et et puis j'avais toujours ce truc de, vouloir être plus mince, hem on n'est jamais assez et puis on a toujours cette idée de miroir et il y avait le miroir aussi en Bikram, donc cette sensation de transpirer beaucoup, 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 de perdre finalement beaucoup d'eau, c'était agréable, parce que je me sentais légère après et il y avait un petit peu ce truc qui se rapprochait de peut-être une perte de poids que j'avais envie d'atteindre, donc c'était pas hyper sain. Mais à la fois, il y avait ce côté qui aussi apaisait mon mental, qui était plus sain. Donc, c'était un rapport un petit peu particulier et des fois, j'avais pas du tout envie d'y aller, mais c'est le genre de truc, voilà, il faut que tu te pousses pour y aller parce que c'est tellement dur quand il va régulièrement aussi. Ça devient pas forcément plus facile, mais que voilà, faut avoir une bonne motivation derrière et ma motivation, malheureusement ou heureusement, ben, c'était ça. Hem Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré le yoga. Après, je peux articuler comment j'ai transitionné de ça à maintenant. Oui, bah, ce sera dans mes prochaines questions, mais donc du coup, tu étais aussi danseuse, avec Mathieu ou vous étiez dans des compagnies différentes pour des spectacles différents? Non, non, moi, donc on a 7 ans de différence avec mon Mmh. frère. Donc, lui, il était déjà, voilà, il était dans le Roi Lion. Moi, à cette époque-là, j'avais, je sais pas, 16 ans, 16 ans, 17 ans. Et j'étais en école de danse, en école de formation. J'avais déjà participé à un opéra rock pour les adolescents, avec des danseurs et des chanteurs. Mais j'étais à part ça, qui était bon, quand même je peux pas le négliger, mais à part ça, j'étais pas encore, complètement ou de manière continue dans le monde du travail, au niveau du spectacle. J'étais vraiment en formation et lui, il était sur, Le Roi Lion et d'autres spectacles de comédie musicale. OK, et du coup, votre transition vers le yoga, elle s'est faite en même temps? Comment ça s'est fait? Bah, du coup, oui, à peu près en même temps. Après, le fait de devenir, professeur, il est devenu, professeur beaucoup plus tôt que moi. Je sais pas combien d'années après je suis devenue prof, mais bien après lui quand même, bien après lui. OK. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton cheminement à toi? Ça m'intéresse beaucoup celui de Mathieu, mais on est là pour toi aujourd'hui et je pense que Mathieu, je le recevrai à un autre moment dans le podcast. Donc du coup, j'aimerais bien que tu nous expliques donc, à ce moment-là, c'était à peu près donc en 2009 que tu as rencontré le yoga Bikram, donc de ce que tu nous as dit, si j'ai bien retranscrit. En parallèle, tu étais danseuse dans une école de danse, donc tu étais en formation, d'école de danse, et qu'est-ce qui s'est passé après donc quand, tu as été de plus en plus, tu as continué à pratiquer le Bikram? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai continué à pratiquer le Bikram et en fait, je suis partie, j'ai dû pratiquer en France, à Paris, 1 ou 2 ans maximum, je pense plus 1 an et ensuite je suis partie à New York, étudier dans une école qui s'appelle Elvin Ailey. Ah. Et je suis partie là-bas, j'avais presque 19 ans
et du coup, je continue à faire du Bikram en même temps de commencer mon école de danse, mais beaucoup moins parce que mon énergie était drainée par le Bikram. Au début plus, parce qu'au début, tu es super motivée, puis tu as l'impression d'être, une super héroïne. Donc j'allais peut-être 3 fois par semaine, ce qui est énorme en ayant, minimum 4 heures de cours de danse par jour, sachant que c'est des cours techniques, c'est pas juste, voilà, de l'impro, même si l'impro c'est fatigant aussi, mais les cours techniques, ça l'est encore plus. Hem, donc voilà, donc j'y retournais et puis au fur et à mesure, en fait, ça s'est réduit, mais j'y allais au moins une fois par semaine. Mais à ce moment-là, mon rapport à la nourriture était pas sain. Il était pas sain du tout. Je pense qu'il était pas sain non plus avant, mais en fait, le fait de déménager à New York, d'être, entre guillemets, «aussi jeune», d'une certaine manière, je savais aussi que voilà, je même si mes parents font très bien à manger, j'ai rien à dire, mais voilà, d'une certaine manière, je me retrouvais seule, donc je pouvais prendre ma vie en main, même ma vision en tout cas de ma vie en main, et du coup, je mangeais pas le soir, ça a duré peut-être 6 mois, les 6 premiers mois, et puis après c'était plus possible puisque sinon j'aurais pas eu assez d'énergie. Mais je suis rentrée dans un rapport où je comptais tout, toutes les calories, tous les trucs, et j'ai perdu du poids la première année, mais un poids, enfin de l'extérieur, tu me verrais et tu dirais, bah, voilà, tu as l'impression que je suis en bonne santé, il y a pas de problème, et heu et voilà, et physiquement je l'étais, mais je l'étais pas, j'aurais pas pu l'être sur le long terme, et c'était pas, voilà, c'était pas une bonne chose. Mais je sais pas, j'ai un peu grandi avec cette idée dans ma tête, que je me suis mise dans ma tête, que j'étais pas assez, comme, beaucoup de filles aussi. Hem et du coup, bah, j'avais mon petit cours de Bikram qui me faisait transpirer, que je prenais quand j'avais l'impression que je mangeais trop. Et au fur et à mesure, donc je parle de Mathieu parce que c'est hyper, enfin je suis obligée, c'est hyper lié, et sans lui, en fait, je pense pas que j'aurais fait de yoga. Donc je reviens à lui parce que lui, sur son chemin, il commençait à faire, son premier teacher training, je sais pas combien de temps après, mais voilà, son premier teacher training, donc à parler de plus en plus de yoga, et puis au fur et à mesure de découvrir d'autres styles, de yoga, que le Bikram, de découvrir notamment l'Ashtanga. Et un jour où je revenais en fait en France, pour les vacances, il y avait un workshop avec, Kino MacGregor à Mykonos, et je crois que c'était 3 jours, donc c'était pas vraiment un workshop, c'était plus un intensif, et c'était la première fois que je découvrais, une autre, discipline. J'avais même pas essayé, je crois, un cours d'ashtanga avant ça. C'était direct avec Kino MacGregor, hem et je découvre ça. Elle parle de philosophie, elle parle d'anatomie, heu et puis sa manière aussi d'aborder l'ashtanga était super intéressante, même si je connaissais pas de base, et pour moi, c'était un peu waouh, c'était incroyable, c'était une révélation, et depuis ça, bah, je me suis mise à l'ashtanga, mais pareil, j'allais un peu dans le côté extrême où bon, je me levais, à 4 heures ou 5 heures du matin. Je commençais les cours de danse à 8 heures, donc je voulais faire ma pratique tous les jours, mais c'était pas durable sur le long terme parce que j'avais trop de choses aussi dans la journée, et en fait, ça menait à l'épuisement, et comme quoi, ben, il y a certaines personnes de leur vie qui sont capables de faire ça, et c'est un bon équilibre pour eux, mais c'est pas pour tout le monde, en fait, c'est pas pour tout le monde, dépendant de ton activité, c'est puis il y a ce côté où des fois c'est grave de: «Ah, j'ai pas pratiqué aujourd'hui, ou j'ai pas pratiqué ce matin», et du coup, ben, comme on est tellement perturbé, ben, si on a du temps l'après-midi, on pratique pas non plus, parce qu'on n'a pas pratiqué le matin. Donc ça devient parfois un petit peu, toute bonne chose peut aussi, devenir un peu, malsaine parfois. Mais en tout cas, dans l'ashtanga, je trouvais autre chose que le Bikram, et puis au fur et à mesure, j'ai découvert aussi Dharma Mitra.
Dharma Mitra à New York, pareil un petit peu via Mathieu et je suis allée à ce centre, toute seule et j'ai pris, les cours d'un homme qui s'appelle Anju, qui enseigne depuis très longtemps, chez Dharma et il enseignait les cours débutants et du coup, je suis allée aux cours débutants, à Dharma Yoga Center et Dharma Mitra, c'est hyper, philosophique, les couches énergétiques du corps, spirituelles et il y a ce côté asana, bien sûr, mais en fait, tu te sens vraiment immergé dans la philosophie du yoga et c'était la première fois que, que je sentais vraiment ça. Donc Kino avait parlé d'un peu de philosophie, mais voilà, il y avait le côté, enfin après, les asanas, c'est les asanas et très bien. Et en fait, avec Dharma Mitra, c'est tu dédies toutes tes postures à l'univers tout entier, quoi. Et tout ira bien. Presque peu importe l'alignement, tout va bien si tu le fais avec dévotion. Et, et en fait, Andrew était génial et c'était pas quelqu'un qui avait des facilités dans son corps ou qui pouvait tout faire, mais il pouvait faire des super trucs. Mais voilà, c'est pas au niveau asana, le super yogi, hyper athlétique, non, non, non. Et en fait, j'ai trouvé son enseignement magnifique et j'adorais aller là-bas. Et pour moi, c'était donc là, dans la danse aussi, parfois, c'était difficile. Et ce côté, justement, bah, amour de soi et aussi de mon corps, en fait, finalement, ben, quand j'allais prendre, les cours, je me sentais, au-delà de mon corps physique et c'était plus vraiment important. Donc ça m'a apporté un soutien qui était énorme à travers mon parcours et j'ai continué à pratiquer avec Dharma. Puis j'ai commencé à prendre les cours, de Jared McCann. Jared, c'est un ancien champion du monde de Bikram yoga. Il était champion plusieurs fois. Et oui, ça existe, les, Je comment savais pas. dit-on, la compétition de yoga. Ouais, ça existe. Mais en fait, c'est pas champion de yoga, c'est champion de asana. Donc c'est juste les asanas et c'est un truc, je crois, qui a été créé par Bikram. Donc c'est des postures qu'on trouve dans la série Bikram, c'est des postures de Hatha Yoga. Euh, mais au-delà de ça, en fait, Jared McCann, donc il enseignait pas, il enseignait plus le Bikram à cette époque, il enseignait sa série. Euh, et voilà, et puis pareil, donc quelqu'un qui utilise beaucoup les mantras, il a été aussi formé par Dharma. En fait, il est passé par l'Ashtanga, par Dharma Mitra, par Bikram. Donc il y avait plein de choses qui se reconnaissaient. Et dans la pratique physique, il y avait aussi cette connexion profonde à quelque chose de beaucoup plus grand. Et on sentait que même dans. Il faisait des speeches un peu au début de la pratique, des Dharma talks et et voilà, qui nous rappelait en fait que tout ça, c'était juste des excuses, que les postures de yoga, c'était juste une sorte de distraction, c'était un entraînement en fait, mais même si on y mettait de l'importance, c'est pas ça qui est vraiment important. Mais c'est juste qu'on a besoin de passer par le corps physique pour ouvrir d'autres choses. Et voilà, et j'ai fait du karma yoga à Lighthouse Yoga School. Donc c'était l'école de Jaren McCann qui a fermé post-Covid, mais où j'allais tout le temps et voilà, je faisais du karma yoga, donc je venais prendre un cours et puis après je restais, j'aidais à nettoyer, à faire les lessives, à faire tout ça. Euh, et voilà, mais voilà, ça c'est vraiment mon parcours en tant que étudiante de yoga. Et j'adorais aussi, j'ai pas mentionné Yoshio à Dharma Mitra, j'adorais les cours de Yoshio, les cours de Pam
et de Dharma Mitra lui-même. Quand j'ai rencontré Dharma aussi, c'était super, super beau parce que c'est un enfant dans un corps de vieillard. Mais du coup, qui a ses possibilités physiques, mais qui finalement, ouais, a vraiment gardé son âme d'enfant et puis peu importe, il y a certaines personnes qui, voilà, qui voient que par dharma, mais lui il s'en fout. Il est juste là pour donner et il est pas là pour être adulé, mais si on l'adule, bah, voilà, il est indifférent à ça d'une certaine manière. Il va pas se c'est vraiment quelqu'un détaché de l'ego. OK. Super, c'est hyper riche ce que tu nous racontes, je suis hyper concentrée. Est-ce que du coup après ça, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Tu as continué à pratiquer donc en découvrant, ces différentes pratiques, ces différentes personnes. Tu m'as dit: «Je me sentais au-delà de mon corps physique» et ça t'a fait énormément de bien. En parallèle, tu continuais ton école, il me semble. Comment ça s'est passé pour que tu ailles, encore plus loin et que tu décides de te former toi à ton tour? Bah, écoute, en fait, j'avais envie d'un jour prendre, une formation, mais pas pour être prof. Ça m'intéressait pas d'être prof, ça m'intéressait d'aller plus profondément dans la pratique et d'aller plus profondément dans la philosophie, d'en apprendre plus, en fait. J'avais envie d'en apprendre plus, mais j'étais un peu partagée, sur, quand prendre un training parce que, bah, j'avais envie de danser, ce que j'ai fait, hein. Je suis restée 6 ans à New York, donc je suis restée 4 ans à mon école de danse à Elvin Ailey et les 2 dernières années, je commençais aussi à danser à côté à l'extérieur, professionnellement et donc les deux dernières années d'école et les 2 années en plus où je suis restée, j'ai fait l'application pour le visa d'artiste que j'ai eu et j'ai dansé, dans des compagnies, projets, petites compagnies et projets. Après, je gagnais des sous, mais je gagnais pas, ma vie, donc je faisais des trucs à côté comme beaucoup de danseurs, c'est très souvent comme ça. Hem et voilà et puis je continuais d'auditionner et en fait, oui, j'avais ce truc, de j'aimerais bien un jour, voilà, pourquoi pas faire ça, mais pas forcément pour enseigner tout de suite. Enseigner, je me suis dit: «Je peux le faire quand je suis vieille et que je danse plus, quoi» mais le problème, c'est que j'avais peur si je fais un training, ça dure, pour moi, un mois, c'était énorme. Un mois, sans danser, c'était énorme. Donc j'avais peur de pas danser pendant un mois, mais surtout de rater des auditions, en fait. Parce qu'il y a certaines auditions, hem pour certaines compagnies qui arrivent qu'une fois par an. Et en sachant ça, ça arrive des fois une fois par an, mais il y a certaines compagnies aussi là-bas qui ont l'obligation de faire une audition par an. Donc ça veut dire que cette audition aussi, ils la font parce qu'ils sont obligés de la faire, mais ils vont prendre personne. Et ça, tu le sais pas. Tu sais jamais. Mais c'est quand même important d'y aller parce que c'est important d'être vu. C'est important d'être vu parce que si on te voit une fois, on te voit l'année d'après, on te voit l'année d'après, on commence d'une certaine manière à te connaître et du coup, ça, c'est aussi important, pour les danseurs et j'avais peur d'en rater et comme c'est pas toujours annoncé, 2 mois avant, ben voilà. Faut s'organiser et du coup, j'ai pas fait ça à ce moment-là et puis finalement, je me suis décidée, je crois que c'était, après ma quatrième année à l'école, ouais, je crois que c'était ça et c'était l'été au mois d'août, j'essaye de réfléchir en termes d'années, mais je crois que c'était en 2017 ou 2018. OK. 2000 ouais. Probablement 2017, mon premier 200 heures et puis j'avais un frère super, encourageant qui me disait,
quand ça allait pas forcément dans la danse, mais que ça c'était pas que ça allait pas, c'était ça allait pas dans ma tête surtout. Il me disait: «Mais tu sais, tu peux venir avec moi et heu et on peut enseigner ensemble et ci et ça» et moi je me disais: «Mais attends, enfin tu sais, c'est le début, moi mon truc c'est pas de vouloir enfin j'ai pas envie d'enseigner parce que pour moi enseignement ça voulait dire, même au niveau de la danse, ça voulait dire, bah, c'est du temps, c'est de l'énergie pour un truc qui est c'est différent de tu peux adorer la danse et être danseuse, ça veut pas dire que tu as envie d'enseigner. C'est 2 métiers, différents. C'est 2 métiers qu'on peut faire en même temps, mais c'est 2 métiers différents. Il y en a qui ont pas cette vocation et moi, pour moi, j'avais pas forcément cette vocation et je voulais pas me griller du temps en enseignant du yoga, ce que j'avais pas envie de faire dans ma tête. Et du coup, devoir moins danser à cause de ça. Et en fait, j'ai kiffé mon 200 heures. J'ai aussi bien aimé enseigner et bon, à la fin, moi, je me suis dit que j'enseignerais pas forcément tout de suite, mais que je peut-être de temps en temps, un petit peu, spontanément. Et puis finalement, donc j'étais encore aux États-Unis. Ma mère, à ce moment-là, était partie à la Martinique et je lui ai fait une surprise. Je suis allée sans rien dire et j'avais organisé avec Muriel, Bedeau, qui est, une femme, danseuse, magnifique qui habite à la Martinique. Hem, on avait organisé un cours de danse que j'ai donné. C'était mon 1er cours de danse que je donnais vraiment toute seule. J'avais fait des trucs avant, mais pas toute seule comme ça. J'avais donné un cours de Horton et mon 1er cours de yoga, donc qui était à la Martinique. Et c'était super chouette. C'était un peu chaotique parce que les gens, avaient pas forcément de tapis et ils ont ramené des vous savez les tu sais les pailles que tu mets sur la plage? Oui, les nattes. Ramener ça en pensant que ça allait être sur un sol qui glisse, donc laisse tomber. Mais c'était super, c'était un magnifique partage et j'ai aimé ce moment. Mais pareil, je vais dire que les 2 premières années, donc après ça, je suis restée encore, environ 6 à 10 mois aux États-Unis et puis je suis revenue en France parce que j'étais un peu saturée. J'étais en train de faire mon visa d'artiste et en fait, c'est moi qui faisais tout. Tu as besoin d'un avocat absolument pour faire ça, mais je travaillais avec un organisme qui m'expliquait quoi faire. Comme ça, je faisais une partie du travail de l'avocat, la majorité, et lui, il faisait la finalité pour que ça revienne moins cher. Et beaucoup d'étudiants font ça, sauf que ça te prend énormément, énormément de temps, d'énergie. Tu habites à New York, c'est une super ville, mais c'est une ville aussi qui te mange énergétiquement. Et du coup, j'avais même pas le temps des fois de faire les cours que je voulais faire, maintenant que j'étais plus à l'école, de mettre du temps dans ce que j'aimais. Donc j'ai eu un moment où je me suis dit: «OK, je vais rentrer un peu en France. Je vais explorer aussi ce qui se passe en Europe» et puis finalement, j'ai fini par rester en France. Ça s'est fait un peu comme ça, mais j'ai commencé à donner des cours. Mathieu avait ouvert le studio Lomé avec Wiza, son associé, à ce moment-là et j'ai commencé à enseigner vraiment, donc après ce cours à la Martinique, j'ai commencé à enseigner vraiment en 2018, je crois, 3 cours par semaine au départ. Puis après j'ai commencé à faire quelques remplacements. Heu, Mon niveau de saturation, c'était 8 cours par semaine, c'était énorme, mais j'avais encore un peu ce manque, j'étais pas j'étais contente d'enseigner, mais je donnais et quand j'enseignais, tu vois, je donnais, vraiment tout, tu vois? Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose et puis quand tu enseignes des fois, tu as l'impression de moins te donner et de donner plus aux autres et ça aussi, ça me gênait et j'avais pas envie de me laisser, manger par ça. Donc il y avait un peu cette résistance encore en moi mais j'aimais quand même ça, c'est juste que je me trouvais plus dans la danse. En France, j'ai dansé par contre avec, des anciens profs à moi de ma première école, notamment Magali Vérin, Géraldine Armstrong. Avec Magali Vérin, je me sentais hyper bien et voilà, mais ça a duré un temps et puis après, ben, malheureusement,
Hem, Ça a pas vraiment continué, et du coup, les autres compagnies dans lesquelles j'étais, bah, il y avait des trucs au niveau de la mentalité. C'était pas forcément la qualité artistique, que je trouvais très belle, mais c'était parfois les répétiteurs ou l'ambiance en répétition que je trouvais négative par rapport à New York et qui me convenait pas en fait, et j'avais l'impression à chaque fois que j'y allais, ben, de subir l'énergie et du coup, à un moment donné, je me suis dit: «OK, j'arrête de faire ce que je sens me fait pas évoluer». Même si c'est parce que parfois quand tu es danseur, ben, dès que tu pas de spectacle, ben, tu remets tout en question et alors qu'en fait, voilà, tu as été danseur, tu es danseur jusqu'à la fin de ta vie, en fait et de l'extérieur, des fois, les gens, ils pensent pas comme ça, donc ils voient que sur ton Instagram, qu'il y a moins de danse, qu'il y a plus de yoga, du coup, ils disent: «Ah, tu es devenue prof de yoga, du coup, tu as abandonné la danse» et ils font un petit Des peu raccourcis. voilà, des raccourcis et quand tu es pas hyper, sûr de toi, bah, ça te blesse beaucoup parce que alors que voilà, j'ai jamais arrêté la danse. Maintenant je m'en fiche un peu quand on me dit ça, je le prends moins personnellement parce que je sais aussi que c'est pas toujours facile à comprendre de l'extérieur. Déjà quand tu es artiste, tu fais partie d'un autre monde et qui est presque un peu antisociétal, donc c'est forcément un peu difficile de te faire comprendre, à certains niveaux. Hem et donc voilà et du coup, bah, aussi, bah, j'utilisais aussi le yoga pour me nourrir et puis je continuais à donner des cours parce que je savais qu'en attendant, à côté, voilà, je vou fallait bien que je fasse quelque chose. C'était pas complètement par défaut, mais il y avait cette petite résistance par rapport au reste qui était toujours là en moi. Jusqu'à ce que je fasse quand même, je crois que c'était 1 an après mon ouais, donc 2018, 1er 200 heures, 2019, 300 heures. Donc en 2018, mon premier 200 heures, c'était un 200 heures Ashtanga. C'était un 200 heures Ashtanga avec Mathieu, c'était Mathieu qui l'enseignait avec All Yoga Thaïlande, donc c'était sous un format particulier. Et le 300 heures que j'ai enseigné en 2019, que j'ai pris pardon en 2019, c'était aussi avec Mathieu et c'était plus Vinyasa. Et ce 300 heures là, c'était magnifique, c'était au Sri Lanka. Premier, je l'ai peut-être pas dit, c'était en Thaïlande. Le deuxième, Sri Lanka. Et c'était 1 mois et demi au Sri Lanka. J'ai rencontré des personnes magnifiques et j'ai commencé à vraiment à la fin à prendre confiance en mon enseignement. Ce qui m'a aidé aussi un petit peu, c'est que entre mon 300 et mon 200 heures, j'ai commencé aussi à m'intéresser au mouvement. Alors, mouvement, c'est un mot un petit peu vague aujourd'hui et même hier, mais j'ai commencé à m'intéresser à ce que faisait Ido Portal, aussi à l'époque Cameron Shane, et surtout Ido Portal. Et en fait, Ido Portal qui voilà, a lancé un petit peu cette idée de culture du mouvement, même si finalement elle existait déjà, mais c'est juste, voilà, il a mis aussi des mots, peut-être un peu plus de mots dessus. Euh, j'ai du coup, donc je me suis intéressée à ça et j'ai pris son training en ligne pendant 3 mois. Et ça, c'était juste avant mon 300 heures. Et c'était un peu ce milieu finalement, pour moi en tout cas, entre la danse et le yoga, même si c'est pas du tout du yoga, ça nourrissait en tout cas les deux. J'ai trouvé un peu un terrain un petit peu au milieu et ça m'a aidé à rester finalement connectée aux deux, sans dire au revoir à l'un ou à l'autre. Et c'est pour ça qu'en entrant dans mon 300 heures, je pense que si j'étais plus ouverte et j'avais envie de continuer d'apprendre. Et à la fin de mon 300 heures, bah, ouais, je me sentais vraiment un petit peu plus confiante pour enseigner, même si tu te remets en question quand même, tout le long du chemin. Enfin, moi, ça a toujours été un petit peu comme ça.
Et puis, donc 2019, 2020 c'était Covid ou 21, je sais plus. 20 enfin Non, 20, 2020, 2020. oui. On oublie un petit peu. Et 2020, j'ai continué à danser aussi. J'ai fait des stages, j'ai pris des stages de danse un peu partout. Je dansais encore un peu à Paris à ce moment-là. Désolée, hein, parce que je suis en train de reconnecter aussi les points, Pas de moi-même. souci. Et c'est plus en 2020 que j'avais arrêté, pas arrêté la danse, mais arrêté de faire les choses qui je sentais me tirer plus vers le bas. Et je me suis dit: «Bah, voilà, que s'il y a des trucs qui m'attirent, bah, j'irai auditionner, mais si ça ne m'attire pas ou si ça, bah, j'irai pas». Et du coup, j'y allais pas, donc il y avait pas grand-chose qui me bottait. Mais j'étais pas trop, dansée en France. J'avais je pense un truc aussi encore, de résistance par rapport à la France. Hem Et voilà, et après mon 300 heures, voilà, j'ai continué à donner un peu plus de cours, et à prendre, j'ai pris aussi un premier 50 heures avec, quelqu'un d'autre que Mathieu, qui était Christa Cahill, et ça m'a bien plu. Je suis partie m'inspirer et avec la danse et avec le yoga au Costa Rica, et ça c'était génial, c'était magnifique. Des profs qui m'ont marquée aussi dans la danse et le mouvement, c'est Tom Wexler, et ça a nourri aussi mon enseignement du yoga. Hem Et puis après, pendant le covid, j'ai commencé à donner des cours en ligne, même si c'était pas forcément ce que je voulais faire, j'ai pas trop réfléchi. Et j'ai de la chance d'avoir Mathieu dans ma vie parce que moi je suis très, je réfléchis beaucoup, et du coup j'ai plein d'idées en même temps, mais parfois je fais rien. Et lui c'est le contraire, lui dès qu'il a une idée il le fait, et des fois peut-être un petit peu trop rapidement. Donc on s'équilibre bien, mais du coup il me poussait à faire, un truc parfois, et puis parfois j'y allais quoi. Il me poussait sans me forcer, hein, mais il m'encourageait. Et du coup j'ai commencé à donner des cours en live sur Instagram. Et en fait je me suis rendu compte que, bah, ça faisait un peu peur, hein, parce que tu es là et tu vois personne, tu sais pas qui se connecte. Et en fait, j'ai commencé, et dès le premier cours, j'ai reçu des messages après de personnes qui me remerciaient et qui me disaient que ce cours, c'était le soleil de leur journée, que ça leur, enfin, à quel point ça leur apportait. Et je me suis aussi rendu compte vraiment là, de l'impact en fait qu'on pouvait avoir, et de l'amour et de la lumière en fait qu'on était capable de partager, juste par ça. Même quand tu vois pas les gens, je me suis dit: «Waouh, c'est fou», enfin, et je suis hyper précise dans mon enseignement, je donne beaucoup de corrections, donc même si je les voyais pas, j'étais à fond, j'imaginais aussi ce qui pouvait se passer, et voilà. Et j'ai continué avec ça un petit moment. Ensuite, c'est passé sur Zoom. Et puis après, je me suis formée à distance en FRC. FRC, c'est Functional Range Conditioning. Et j'ai fait la formation Teen Stretch aussi. FRC, c'est un système de mobilité. C'est pas pour le yoga ou pour quelque chose de spécifique. C'est vraiment pour voilà, les gens qui sont impliqués, dans le corps. Et ça peut être pour des thérapeutes ou ça peut être pour des coachs sportifs, ou voilà, si tu prof de yoga, ben, pourquoi pas. Et mmh et le FRC, ça a vraiment aussi révolutionné mon enseignement. Hem, donc programme de mobilité, je vais dire fonctionnel, parce qu'aujourd'hui le problème avec le mot mobilité, c'est un peu, tout ce qui bouge, c'est de la mobilité, tout ce qui ouvre les hanches, c'est de la mobilité. Mais en fait, il faut être, enfin, pour moi, il faut être plus précis avec ce terme, parce que la mobilité, c'est vraiment une association de d'amplitude de mouvement, à de capacité à rentrer dans une amplitude de mouvement avec contrôle, et notamment contrôle neurologique. Et pour ça, on a besoin de la force. On a besoin d'y mettre de la force, mais ça peut être très, très précis, comme ça peut être, très vague si c'est pas s'il y a pas un vrai focus. Et dans ce tuning là, il y a un vrai focus.
Donc j'ai beaucoup aimé, je me suis nourrie de ça. Je me suis même posé la question: «Est-ce que je voulais pas enseigner que le FRC à un moment donné?» Hem, mais voilà et c'est un truc qui continue sur mon chemin. Le Kinstretch, j'ai fait la formation jusqu'au bout. J'ai juste il faut, si vous voulez, si tu veux, le Kinstretch, c'est vraiment, c'est la version collective du FRC. FRC, c'est one on one et Kinstretch, c'est collectif, mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est juste une appellation différente et je pense une histoire un peu de marque, tu vois? Et j'aimerais quand même, normalement, il faut que j'envoie une vidéo, pour pouvoir, par exemple, proposer avec le nom Kinstretch des cours de Kinstretch. Ce que je ferai, je pense, à un moment donné. Mais pareil, c'est des choses, un peu comme certains organismes de yoga qu'il faut payer des fois à l'année pour garder le nom et cetera. Donc voilà, mais c'est quelque chose que j'ai réfléchi à faire. En tout cas, le FRC, c'est un truc que je partage, que j'implémente aussi dans mes cours parce que je trouve que ça a beaucoup, beaucoup de bénéfices. Hem Et puis après ce FRC, 1 an encore et à peu près est passé et j'ai pris en 2021, en août 2021, 300 heures avec Dylan Werner, qui était, en Allemagne, à côté de Munich, à Pfeifing et il y avait Dylan qui enseignait et il y avait aussi, un couple, de septagénaires, magnifiques qui nous enseignaient la philosophie, un peu d'astronomie aussi, hem, plein de choses tout autour aussi de la méditation, des différentes méditations et j'ai aussi beaucoup appris dans ce training. Il y a des choses qui sont déjà connectées avec ce que fait Mathieu et puis en plus, j'avais, tout ce qui est tout le côté, fascia donc il construit, ce qu'on appelle myofascial sequencing donc il séquence en fonction des chaînes faciales et c'est un travail hyper intéressant, hyper riche et sain aussi, qui peut être très sain pour le corps. Et qui ramène aussi beaucoup de créativité, mais du coup, c'est une créativité, heu, fonctionnelle, on va dire. Heu, Même si on pourrait débattre de ce que je viens de dire, mais fonctionnelle, en tout cas dans en faveur de la santé des articulations et des tissus. Et ça, c'était absolument génial. Au niveau respiration, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a aussi donné envie d'aller encore plus profondément dans les respirations et peut-être que je ferai une formation avec Oxygen Advantage ou d'autres personnes, d'autres organismes, on verra. Mais déjà j'ai une très, très bonne, base avec, Dylan et je partage beaucoup ça. Et puis voilà, on a fait beaucoup de bhakti aussi avec du coup ce couple et c'était magnifique avec Mercy, et Das, il s'appelait, qui ont aussi, des formations au Mexique, je sais plus où. Heu, voilà, d'autres personnes qui m'ont inspirée sur mon chemin, c'est Shakti et Rama. Je suis amie avec eux et j'ai pris une retraite avec eux, avec, un ami à moi, Ancelin Rest et une amie, Jade Fellman et pareil aussi, ils m'inspirent dans mon enseignement. On est connectés aussi par le mouvement parce que Shakti, elle s'est entraînée aussi avec, Ido Portal à Boulder et il y a des choses, voilà, en commun et puis à la fois, bah, ils sont super ancrés dans la philosophie du yoga et ça, c'est ce que j'aime parce que des fois, c'est, je peux exagérer quand je dis ça, mais ou trop perché ou hyper, ancré, dans la science et voilà et pas au-delà et en fait, j'ai vraiment été nourrie par les 2 et j'ai beaucoup de gratitude pour ça et les 2 me passionnent et sont pas du tout contradictoires, au contraire de parfois ce qu'on pourrait penser. Hem, voilà, je réfléchis si j'ai rien oublié sur la suite du parcours. Bah, Oui, je j'ai crois qu'il commencé y a à oui, je crois qu'il y a formation.
Une formation, c'est ça, quelque chose de encore plus grand que toi, tu as créé avec, enfin toute seule et avec, Tatiana aussi, il me semble. Je sais plus si tu as organisé, ta propre Alors, formation? ouais, en fait, j'ai enseigné une première formation d'abord avec Mathieu, Mmh. de sa entre guillemets «méthode», bah, carrément même, qui s'appelle Change Perspective. Mmh. Et j'ai partagé un peu un training comme ça avec lui. C'était en ligne au départ et j'enseignais, je crois, 2 fois par semaine. Lui, il enseignait, heu, 3 fois. Hem Ou alors 4 fois et moi 3 fois, je crois que c'était quelque chose comme ça. Et puis après ça, donc ça m'a bien mise dans le bain et puis après ça, je voulais pas enseigner de training toute seule et j'étais pas, voilà, à la course, du tout à enseigner des formations et cetera. Je commençais déjà à enseigner des workshops et je me retrouvais bien dans les workshops. J'avoue que j'aime enseigner des cours, dans les studios et cetera. Heu, mais c'est pas mon truc préféré. Mon truc vraiment que je préfère, c'est, les intensifs, des formats plus longs, les workshops, les ateliers, parce que je trouve qu'on a beaucoup plus le temps de, de développer des choses, de voir l'évolution aussi des élèves, hem et comme j'ai appris j'aime travailler avec, précision, fluidité et lenteur, ben, je trouve que le temps, c'est nécessaire et c'est quelque chose dans les grandes villes qu'on pense qu'on n'a pas ou surtout qu'on prend pas. Donc pour moi, c'est important de continuer avec ces formats-là et l'extrapolation de ça, c'est la formation et du coup, donc formation avec Mathieu et puis après, j'ai Mathieu, Mathieu voulait aussi que j'enseigne, c'est pas que je dis il voulait, mais moi aussi, hein, mais on parlait en fait, du fait que j'enseigne un 200, et il me disait bien sûr que j'étais capable de le faire toute seule et cetera, mais je dis: «Non, non, moi je me sens pas prête à faire toute seule» et puis j'en ai pas l'envie en fait. Je trouve que c'est beaucoup toute seule, mais il croit beaucoup en moi et ça c'est super beau. Hem Et il me donne beaucoup d'outils. Mais du coup, il était super partant pour que je le fasse avec quelqu'un d'autre, bien sûr et surtout avec Tatiana. Donc avec Tatiana, en fait, on a enseigné un training Change Perspective, donc la méthode de Mathieu. Hem Mais bien sûr, à notre manière. Même si c'est les bases de Mathieu, toutes les 2, on a été formées par Mathieu à un moment donné. Elle a fait aussi d'autres choses et du coup, on se complète avec les choses de l'extérieur qu'on a prises aussi, sur ce format-là et on a enseigné un training octobre, novembre, décembre, 2021 et c'était super sur les week-ends. On a eu un super groupe d'élèves et c'était une expérience magnifique où on a beaucoup appris. Ils ont beaucoup appris aussi, et notre duo marche, vraiment, vraiment bien ensemble. Hem, donc voilà, du coup, on a décidé de remettre ça et cette fois-ci, on remet ça en septembre, prochain, septembre 2022, du 5 septembre au 28 septembre. Mais cette fois-ci en immersion. Donc là, c'était en module et là, on passe, format, immersion, hem, au Portugal, dans la région d'Algarve, donc dans le sud, du Portugal et cette fois-ci, on travaille avec, Fun& Yoga qui nous procure, un support et cetera, une méthode mais, où il y a beaucoup de choses qui sont, on s'y retrouve parce que, Héloïse de Fun& Yoga, elle a été aussi formée par Mathieu, et voilà, elle a rajouté des choses et transformé des choses aussi pour que ça parle un peu plus à sa méthode et j'aime beaucoup ce qu'elle fait et Tatiana aussi. Tatiana est à Orléans, donc Fun& Yoga, c'est aussi à Orléans, donc elle, travaille beaucoup avec Héloïse et on est amies et on a cette connexion, on a des valeurs communes qui font que ça va marcher très bien,
Donc voilà, on enseigne, Tatiana et moi en septembre, au Portugal. Il y a encore des places d'ailleurs si vous voulez, c'est pour s'enregistrer ou avoir plus d'infos, c'est sur Yolistica, yolistica.com. Mmh. Voilà. Je remettrai tous les liens. Je remettrai déjà le lien de l'épisode de Tatiana, puis le lien de l'épisode d'Héloïse, parce qu'elles sont toutes les deux passées dans le podcast, et les liens pour aller se renseigner sur la formation. Alors peut-être que ton épisode sortira après, mais on en parlera en amont, il n'y a pas de problème. J'ai pas encore les dates. Je veux pas l'annoncer trop dans le, dans le podcast, parce que s'il sort après ou avant, alors que... mais c'est pas grave. OK. Bah, c'est super, non mais c'est génial, et vous avez envie, du coup de continuer ça avec Tatiana après, celle de septembre 2022? Vous avez déjà prévu des dates ou vous faites, un peu au fil de l'eau? On n'a pas encore prévu de date, mais bien sûr qu'il y aura des choses qui vont se faire. On va voir comment se déroule la formation et je enfin moi de mon côté, j'aime bien. Moi, je sais que des fois, il faut pas trop prendre le temps, mais j'aime bien prendre le temps parce que je trouve que les formations, c'est voilà, c'est quelque chose de gros, de grand et j'ai toujours, envie d'apprendre plus avant de continuer à donner plus. Heu, donc voilà, je sais que j'ai envie de me nourrir aussi d'autres choses, entre-temps, de prendre le temps aussi peut-être, de développer, quelque chose qui nous est propre, mais on verra. C'est petit à petit. En tout cas, on est ouverte à créer, d'autres choses ensemble. Hem et puis moi de mon côté, je donne déjà une formation sur la mobilité en 2023, en début 2023, que j'avais fait déjà, bah, cette année. Attends, c'était cette année? Oui, je crois. J'ai j'ai perdu le j'ai perdu le fil encore. Mais ouais, c'était cette année, donc même chose en 2023 à Marseille, une formation sur la mobilité. J'aimerais en faire une aussi à Paris. J'ai pas encore de date, mais je pense prévoir ça pour 2023, certainement le printemps 2023. Parce que pareil, je veux pas me précipiter parce que j'ai des choses à rajouter. J'ai envie de peaufiner certaines choses, d'en mettre plus et je suis quelqu'un qui a besoin de temps, qui, hem, qui il y a des personnes qui sont hyper efficaces dans au niveau aussi, temps, rapidité et cetera et moi j'ai besoin de plus de temps. En général, je peux faire les choses, vite aussi, mais j'ai du mal à voilà, à garder, une une hyper forte concentration dans la rapidité. Donc j'ai besoin d'un petit peu plus de lenteur et d'un peu plus de temps où j'essaye de m'autoriser de plus en plus. Avant, je le faisais pas, mais du coup, je stressais aussi, facilement. Mais j'essaye de me donner le temps des fois de mettre les choses en place, même si on me demande des dates, tout de suite. Voilà, parfois je trouve un juste milieu, mais surtout ça. OK. Donc le maître mot, c'est finalement d'apprendre à se connaître et s'écouter. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mmh. Et Bah, après, bien merci. sûr, il faut être, dans l'action. Quand on apprend à se Oui. connaître, à s'écouter, c'est voilà, il faut prendre le temps, mais si on prendre le temps, ça veut pas dire, parce que des fois, on prend le temps, mais on prend le temps d'être dans sa tête Mmh. et c'est prendre le temps quand même dans l'action, en plaçant des petites actions qui nous mènent à quelque chose qui voilà, vers lequel on est attiré, même si l'image est pas hyper claire, mais de placer des actions parce que sinon, en fait, rien se passe et plus on reste, dans sa tête et moins on voit clair. Donc Mmh mh. et c'est ça que m'apporte aussi le yoga, c'est beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de clarté et de compassion envers moi-même et de compassion envers, tous les êtres vivants Mmh. de la planète. C'est super beau. C'est au final, un peu cette notion de se nourrir, par soi, et en passant aussi par les autres bien sûr, mais quand tu parles de ne pas trop rester dans sa tête, c'est voilà, c'est s'éloigner de ces injonctions à notre mental et essayer de se dire que ça va aller, quoi. C'est ça.
Est-ce que Maëva, je vais te poser ma dernière question avant qu'on termine cet épisode, à part si tu as d'autres choses, que tu voulais rajouter. Mais ma dernière question en général, c'est, est-ce que tu as un dernier message à nous faire passer? Peut-être une citation, quelque chose qui t'est cher et qui traduit un petit peu, tout ce que tu nous as dit dans cet épisode? Bah, écoute, il y aurait plein de choses à dire, mais hem, Tu peux en dire plusieurs. je pense à ça parce que je reviens d'une retraite que j'ai donnée à Majorque et hem et en fait, ça m'a rappelé et j'ai eu envie d'insister sur ça et de leur partager ça, à quel point, on était fort dans la communauté. Hem Et la communauté, c'est pour moi, c'est juste, c'est satsang, c'est le fait de se réunir, se rassembler vers la vérité, vers sa vérité aussi et la vérité du grand soi et en fait, c'est se rassembler quand on a des buts communs, des choses, des valeurs communes et on se rend compte quand on s'ouvre aux autres, quand on décide de partager, hem à quel point on est les mêmes et la la société et la ville aussi nous montrent beaucoup, l'idée de séparation, qu'on est des êtres séparés, qu'il faut, acheter des beaux vêtements, qu'il faut être, acheter des beaux leggings, des belles brassières. Hem, on regarde aussi, comment on pratique l'autre dans la salle de yoga et cetera. Et ça nous enseigne beaucoup ça, en fait, par les images, par tout ce qui est véhiculé, alors qu'en fait, on découle toutes et tous du même monde. On dit, venir au monde, mais on vient pas au monde, en fait, on découle de ce monde et ça, on l'oublie et du coup, on grandit comme des êtres séparés, mais en fait, on est des êtres connectés à tout, donc on a besoin de recréer cette connexion et quand on dit connecter à soi-même, peut-être avant de connecter aux autres, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est dans la connexion avec les autres qu'on connecte vraiment profondément à soi et qu'on se rend compte au fur et à mesure que même si d'une certaine manière l'autre est différent, il est juste différent à cause de nos perceptions. Parce qu'on le voit comme une autre entité, parce qu'on l'entend différemment, mais en fait, on est tous et toutes connectés, tout découle de la même source. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. Et si on suit ça au quotidien, on est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus de compassion, et les choses en fait évoluent vers davantage de lumière que d'obscurité. Waouh! Voilà. C'est hyper fort. J'essayais de prendre des notes de tout ce que tu disais, mais je pense que je vais devoir le réécouter, mais ça fera que du bien. C'est hyper puissant et ça me relie. Alors, quand on enregistre, aujourd'hui, on est fin juillet, et donc cette semaine, il y aura un épisode, spécial sur, le cycle lunaire du mois d'août qui, nous relie à la communion justement avec les autres et avec soi. Donc ça me rappelle énormément, enfin tout ce que tu viens de dire, c'est exactement les intentions du mois d'août, donc ça fait beaucoup, beaucoup écho à moi en tout cas. Bah, Merci beaucoup. j'ai hâte de l'épisode aussi. Et bah, il sort mercredi, donc je te l'enverrai si tu veux. Et puis on pourra faire le lien, cette connexion avec ton épisode quand il sortira. En tout cas, merci beaucoup Maëva pour tous tes partages et ta confiance et puis et ben, je te dis à très bientôt parce que c'est sûr que nos chemins se recroiseront, très vite. Bah ouais, et avec plaisir, et je suis très contente qu'on ait réussi à mettre Cool. ça en place, vraiment. Merci beaucoup pour ton écoute, pour tes questions et le partage de toi, l'espace. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify, mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.